est-ce que vous accepteriez de nous parler très rapidement de vous et du centre historique de la résistance et de la déportation de Lyon, s'il vous plaît? Oui, alors 2 mois, alors ça fait 20 ans que je suis à la tête de ce musée. Avant ça, je faisais un peu la même chose en plus petit ailleurs, dans les Deux-Sèvres, où j'ai créé et puis dirigé un petit centre d'interprétation sur la résistance locale. Encore avant, j'ai travaillé au ministère des Anciens Combattants sur la mise en place d'expositions dans les années 90 pour le 50e anniversaire de la Libération. Voilà, c'est un parcours assez monomaniaque autour de la Seconde Guerre mondiale et de son interprétation. Et tout ça parce que j'ai commencé à faire un stage, je pense en 93, au ministère des Anciens Combattants sur ces thématiques-là. Je ne saurais trop vous engager à bien choisir vos stages parce que des fois ça s'embarque super loin. Donc le musée que je dirige actuellement, c'est un musée de la ville de Lyon, c'est un des 6 musées de la ville. Ça veut dire que c'est un financement presque intégralement municipal. C'est le plus récent des musées de la ville, il aura 30 ans l'année prochaine, donc créé en 1992, après le procès de Klaus Barbie, dans un contexte mémoriel plutôt favorable, on va dire, puisque la ville de Lyon ayant accueilli le procès Barbie, il y a eu une très forte émotion et les élus ont pris conscience de l'importance de cette histoire-là pour la ville, dont ont accédé aux demandes des associations d'anciens résistants et déportés, qui était de créer un musée digne de l'histoire de Lyon dans la Seconde Guerre mondiale. Et donc ce musée, il est installé symboliquement dans les anciens locaux de la Gestapo lyonnaise, qui se trouvent être aussi surtout les locaux de l'école de service de santé militaire, où étaient formés les médecins de l'armée de terre jusque dans les années, tout début des années 80. Donc c'est un musée qui a été créé sur un modèle un peu plus centre d'interprétation que réellement musée en 1992. Puisque le premier parcours permanent ne présentait pas les collections du musée, ce qui est quand même assez original. Pour autant, ça a toujours été un musée d'un point de vue administratif, donc avec des collections. C'était un musée contrôlé par l'État depuis la création de sa première version dans les années 60 par d'anciens résistants et déportés. Donc c'est ces collections-là qui ont été constitutives de la création du musée en 92. Et en 2002, le musée est devenu musée de France, en 2003 en fait. Comme tous les musées contrôlés sont devenus musées de France en 2003. Alors, je ne sais pas si ça vous parle trop, mais ça, c'est des références au Code du patrimoine, en fait. Vous devez connaître ça. Ce qui fonde le musée, en fait, c'est la collection et le statut de celle-ci. Moi, je suis arrivée donc en 2002. On a mis en place un certain nombre de choses avec l'équipe que j'ai reconstituée, notamment un service des publics, qui est une obligation légale pour les musées de France, et puis un travail plus approfondi sur les collections, qui a abouti en 2012, donc pour les 20 ans du musée, au nouveau parcours que vous avez vu quand vous êtes venu en octobre. En parallèle de ça, le musée continue d'accroître nos collections, de les étudier, ce qui est notre cœur de métier. Mais on programme aussi pas mal d'expositions temporaires sur des sujets généralement liés à la Seconde Guerre mondiale, mais qui peuvent déborder de celle-ci. On a fait beaucoup de choses sur les migrations contemporaines notamment, ou les conflits contemporains. Et puis, on programme des activités culturelles. On a eu cet automne une résidence d'une compagnie de danse. On travaille beaucoup avec des compagnies de théâtre aussi, de temps en temps avec des artistes plasticiens. C'est des choses qui ne se faisaient pas forcément dans les musées d'histoire il y a une vingtaine d'années, et qu'on a commencé à faire progressivement au fur et à mesure que les témoins, qui étaient aussi des acteurs centraux dans nos musées, disparaissaient. Quand je suis arrivée en 2002, il n'y avait pas de service des publics, mais il y avait toute une armada d'anciens résistants et déportés bénévoles qui accueillaient les classes, qui faisaient des témoignages, etc. Donc ça, évidemment, ça a plus ou moins disparu pour des raisons démographiques. Donc voilà où on en est aujourd'hui. Avec une réflexion qui est importante sur l'avenir des musées, sur les nouvelles attentes des publics, parce que moi je viens d'une génération où la transmission de la Seconde Guerre mondiale elle se faisait de façon familiale. Les grands-parents racontaient en boucle des histoires de la guerre. Comme j'ai des enfants de votre âge, je sais bien que c'est plus tout à fait le cas, puisque vos grands-parents généralement sont nés soit pendant la guerre, soit après.
Donc c'est plus du tout le même rapport à la période qui a encore 20 ans. Et puis l'histoire, elle a continué d'évoluer. Il faut prendre en compte aussi l'après-guerre, la décolonisation, quelle place ça peut avoir dans nos musées, sachant que nos collections ne sont pas là-dessus. Et donc c'est le genre de réflexion qu'on mène avec les collègues au sein de Mémora. Et dans ces réflexions, il y a aussi la notion effectivement de tourisme de mémoire, qui est une notion qui n'est pas absolue, qui peut être controversée. Ce qui marche, parce que c'est une notion qui marche très très bien. Moi, je viens de Lorraine, donc à Verdun, oui, il y a un tourisme de mémoire depuis l'après-Première Guerre mondiale. En Normandie, oui, il y a un tourisme de mémoire sur les plages du débarquement. À Oradour, oui. Chez nous, ça se réfléchit. Est-ce qu'il y a vraiment un tourisme de mémoire en Auvergne-Rhône-Alpes? Ça mérite réflexion. Voilà. Du coup, comment vous pouvez nous définir votre vision, enfin, ce qu'est pour vous le tourisme de mémoire ou le tourisme mémoriel? C'est compliqué parce que mon référentiel, je vous l'ai dit, je viens de Lorraine, c'est Verdun. Là, il y a vraiment, on va à Verdun rarement pour voir son patrimoine du XVIIIe siècle qui est réel, rarement pour voir les côtes de Meuse qui sont très jolies. On y va à 99% pour voir les champs de bataille. Là, il n'y a pas photo, c'est-à-dire que le tourisme à Verdun, il est consubstantiel de son histoire Première Guerre mondiale. C'est un peu pareil, peut-être un peu moins sur les plages de Normandie. Dire que les gens qui viennent à Lyon, ils viennent faire du tourisme de mémoire, à part des groupes scolaires qui sont dans cette démarche-là, ou à part des familles concernées par la Seconde Guerre mondiale, qui notamment, je pense à des familles juives qui ont pu partir, y compris aux États-Unis, et qui reviennent sur les lieux où leur famille a eu à souffrir du nazisme. Ça c'est une dimension mémorielle. La plupart des touristes qu'on reçoit, ils ne sont pas là que pour ça. C'est-à-dire c'est du tourisme qui visite aussi nos musées d'histoire. Je dis nos musées, là je pense aussi au musée d'histoire de la ville de Lyon, qui est le musée Gadagne. Pour connaître une ville, visiter un musée d'histoire, ça semble une bonne chose. Pour autant, la démarche première, c'est pas de faire du tourisme mémoriel. Je parle de Lyon là. Même si on a une offre qui permet de découvrir la ville sous cet angle mémoriel, les parcours de ville par exemple. Et même si nos collègues du musée de Nantua ont cette même offre qui permet de découvrir les environs de Nantua, donc c'est de la moyenne montagne, sous l'angle des traces laissées par les maquis. Mais c'est voilà, je suis un peu sceptique sur cette notion de tourisme de mémoire qui a été largement portée par quelqu'un que je connais bien, qui est Serge Barcellini, qui a été longtemps contrôleur général des armées, prof à Sciences Po, qui a beaucoup porté cette idée de tourisme de mémoire, mais en Meuse. Il a beaucoup travaillé en Meuse aussi, parce que pour les élus locaux, c'est une manne quand même. Mais je ne suis pas sûre que le concept il soit applicable à 100% dans notre région. D'accord, ok. Et pour vous, ce qui fait le tourisme de mémoire, c'est plus le lieu ou l'événement qui s'est passé sur ce lieu-là? Comme vous parlez de Verdun et que vous comparez ça à Lyon, est-ce que justement le fait que Verdun ce soit un lieu d'événement facilite le développement du tourisme de mémoire? Ou est-ce que justement c'est pas le lieu mais juste l'événement qui fait la mémoire? L'événement Verdun, ça a concerné presque toutes les familles, j'allais dire françaises, mais c'est complètement idiot. Presque toutes les familles européennes, voire aussi issues de nos anciennes colonies. Il n'y a pas une famille qui n'ait pas une histoire avec Verdun. C'est un événement qui est complètement partagé. L'histoire de la Seconde Guerre mondiale, elle est quand même plus clivante et moins partagée de façon égale. Donc déjà, on n'est pas sur les mêmes événements. Et puis il y a la dimension du paysage. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé à Verdun. Je vous incite à visiter la Lorraine. C'est hyper impressionnant parce qu'il y a une lecture du paysage qui se fait intuitivement par n'importe qui. Il y a les aménagements mémoriels qui sont très très impressionnants. Enfin, c'est une émotion qui vous saute dessus, quel que soit votre âge et votre origine géographique ou familiale. Nos paysages mémoriels en Rhône-Alpes, ils sont pas aussi spectaculaires. Alors si, les Glières, le Vercors, etc. Les rues de Lyon, pour raconter une histoire, si vous n'avez pas un super médiateur, et ça tombe bien, on en a,
C'est un peu sec, hein. Mais déjà, oui, ce qui fonde le tourisme de mémoire, c'est l'événement partagé, c'est la taille de l'événement. Et puis la trace laissée dans les imaginaires. Verdun, même un siècle après, ça parle à tout le monde. Le débarquement de Normandie, plus ou moins aussi. Les imprimeries clandestines à Lyon, ça fait rêver aussi, mais peut-être voilà, c'est moins facile d'accès. Oui, il y a la dimension du spectaculaire en fait, hein, pour faire court. Oradour. Le Struthof. Ok, bah merci. Et justement, comme vous êtes dubitatif de cette notion de tourisme mémoriel, comment est-ce que je suis dubitative dans la région. Par rapport à Lyon, oui. Mais du coup, comment est-ce que vous le voyez évoluer en fait plus tard, dans 10, dans 50 ans? Comment est-ce que vous voyez le tourisme de mémoire en France et particulièrement dans notre région évoluer? En France, j'en sais trop rien. Dans la région, comme c'est pas un truc extrêmement prégnant, je suis pas très inquiète parce que les gens peuvent venir pour autre chose et rencontrer ce tourisme-là, à part les publics de niche qui font de la rando mémorielle, etc. Mais la vraie question, c'est pas tant le tourisme de mémoire dans la région, c'est vraiment l'évolution de la mémoire de la Seconde Guerre mondiale et de celle qui est portée dans nos musées. Ça, c'est une vraie question. Est-ce que dans 100 ans, ça a encore du sens d'avoir un musée consacré à la Seconde Guerre mondiale? J'en suis pas. Il y a des jours où j'en suis moins sûre que d'autres. Est-ce qu'il faut ouvrir, mais ça c'est une question que les musées se posent depuis au moins 20 ans, si c'est pas 30. Est-ce qu'il faut ouvrir le champ chronologique? Est-ce qu'il faut au contraire ne pas le faire et garder la spécificité de l'événement, sachant qu'on ne peut pas non plus tout collecter, tout conserver parce que les moyens ils sont pas là? C'est une question qui va au-delà de celle du tourisme de mémoire, en fait, celle du rapport à la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que ce qu'on peut apporter à la société contemporaine à travers nos récits? Et justement, par rapport à cette évolution de la mémoire, comment vous pensez qu'elle va évoluer? Est-ce qu'on va la diriger vers d'autres thèmes? Est-ce qu'on va la traiter d'une façon différente? Comment le fait aussi, justement, vous en parliez, qu'on perde les derniers témoins, comment vous pensez que tout ça va influencer la façon dont on parle des événements de la Seconde Guerre mondiale? Alors, les derniers témoins, on les a déjà perdus. On voit que la Première Guerre, que le fait de les perdre, ça rompt pas forcément le lien, ne serait-ce que parce que nous, on a une collection de témoignages audiovisuels, par exemple. Marc Bloch disait qu'on pose toujours au passé les questions du présent, et c'est vrai aussi sur cette mémoire-là, bien évidemment. L'approche historiographique, elle évolue de façon constante et en général assez rapide. On fait déjà plus l'histoire de la Seconde Guerre mondiale comme on la faisait il y a 30 ans. Il y a des tas de champs qui sont investis sur l'histoire des femmes, c'est l'exemple le plus évident. On fait beaucoup plus l'histoire des mentalités, on va plus travailler l'histoire du sauvetage que l'histoire héroïque des maquis. L'historiographie, elle évolue au rythme des envies des chercheurs qui sont influencés par leur époque, de l'ouverture des archives, principalement de ces deux choses-là. Et de ça découlent aussi les envies du public de voir certaines choses, y compris des choses qu'on ne peut pas leur montrer. On est souvent sollicité parce que le musée ne traite pas de la déportation des homosexuels, et pour cause, ils n'ont pas été déportés depuis la France, tant mieux. Mais ça, c'est une question à laquelle je dois répondre assez souvent, c'est pourquoi vous ne parlez pas de ce sujet-là? Parce qu'en France, c'est pas arrivé. Mais il y a une telle pression mémorielle des communautés LGBTQR+, qu'il y a cette attente-là des publics. Alors, il suffit d'expliquer et ça se comprend bien. Et la demande, elle peut se porter sur d'autres sujets tout aussi bien. Et par rapport justement à ces changements de sujet, ces nouveaux sujets, comment vous, du coup, au centre de la Résistance du Lion, comment vous faites pour vous mettre à jour en fait quotidiennement, puisque vous avez une exposition qui est permanente, qui est quand même construite. Du coup, comment est-ce que vous pouvez mettre à jour sur des nouveaux sujets qui interpellent le public et les chercheurs? C'est bien compliqué parce que l'expo permanente, c'est pas un bon terme en fait.
C'est vraiment le truc qu'il ne faudrait pas utiliser parce que ça laisse penser à nos financeurs, qui sont des élus, que une fois que c'est payé, on est tranquille. Dans un monde idéal, il faudrait pouvoir réintervenir dessus très très souvent, pas tous les ans évidemment. Même tous les 5 ans, ce serait très lourd pour les équipes, mais au moins tous les 10 ans. Parce que évidemment qu'on a envie de dire autre chose et que comme nos collections s'accroissent, on a envie de montrer autre chose. Simplement, on est quand même assez contraint par les aspects matériels de la chose. Donc là, on est justement en train de réfléchir à la façon. Mon projet, c'était de refaire le parcours permanent sur la fin du mandat de nos élus, donc vers 2025, sauf que ça n'a pas été voté en ce qu'on appelle la PPI, la programmation pluriannuelle d'investissement. Donc pas de sous, pas d'expo. Et on réfléchit avec mon équipe à la façon quand même de réintroduire des nouvelles, à la fois de nouveaux objets, mais aussi de nouvelles idées dans le parcours permanent sans tout refaire. Par exemple, tout ce qui a trait à la vie quotidienne, c'est traité dans le parcours permanent de façon très sommaire, mais c'est des thématiques qu'on a beaucoup travaillé à travers des expositions temporaires, par exemple sur la mode ou sur l'alimentation. Et on aimerait bien réinsuffler à la fois des choses qu'on a acquises à ce moment-là, et puis des nouvelles idées. C'est pas si évident parce que tout est tellement contraint que si on augmente un linéaire d'une thématique, on va empiéter sur les autres linéaires. Même chose sur la collaboration, je pense qu'on est un peu trop court sur l'approche de la collaboration dans le parcours permanent, il faudrait en remettre une couche, mais où, comment et avec quels moyens accessoirement. Donc le numérique, ça fait gagner de la place, on est en train de mettre en ligne nos collections, ça c'est aussi un gros chantier. Pour autant, pour rejoindre la notion de touriste, moi j'aime quand même bien que les gens ils viennent au musée plutôt qu'ils soient sur notre site internet, même si c'est important aussi. Et oui, non, c'est le. Alors après, c'est pas propre au musée d'histoire. Hein. On est tous un peu serrés dans nos parcours permanents, sauf ceux qui ont fait le choix de ne pas en avoir. Je pense au musée d'art contemporain de Lyon, par exemple, qui n'a pas de parcours permanent. Il ne travaille qu'avec des expositions temporaires. Donc qui est fermé sur certaines périodes de l'année. C'est un choix assumé de nos élus, hein, mais c'est pas si facile à faire vivre non plus. Ça, c'est sûr. Justement, vous parliez du numérique. Est-ce que vous voyez justement, comment est-ce que vous voyez l'intégration numérique dans les musées? Est-ce que vous pensez que c'est l'avenir? Comment est-ce que vous voyez l'utilisation plus tard du numérique justement par rapport à ce thème de la mémoire? Le numérique, on a toujours introduit au rythme des évolutions technologiques dans les parcours permanents, temporaires, etc. On est tombé dedans un peu plus avec les confinements parce qu'on a commencé à avoir une offre culturelle numérique qui va de la conférence à des choses un peu plus élaborées, faites avec des comédiens ou ce qu'on va mettre en ligne bientôt, là, c'est des cartels animés, donc des mini-dessins animés en fait, qui expliquent un objet des collections. On s'est rendu compte quand même que c'était à la fois un travail de chien pour les équipes, donc ça prend énormément de temps. Ça prend d'autant plus de temps que c'est des choses qu'on ne savait pas forcément faire. Donc, on n'est pas allé à plein régime de notre efficacité. Et puis, ça coûte cher. Et puis, donc, oui, bien sûr, il en faut parce que les pratiques culturelles et les attentes des publics, elles sont celles-là. Après, c'est pas quelque chose de très vertueux parce que ça coûte cher, parce que en termes de, on a des élus verts et on sait que le numérique c'est extrêmement polluant, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Donc, moi, je serais pour, mon point de vue à moi, et je le défends dans les conseils scientifiques où je suis invitée quand des collègues refont leur parcours permanent, c'est qu'il faut une vraie sobriété numérique dans les musées. Puisque finalement, ce que les gens viennent voir, c'est ce qu'ils ne peuvent pas avoir chez eux, c'est-à-dire des objets, des documents originaux. Alors bien sûr qu'il faut un peu de numérique, bien sûr qu'il faut des audioguides et bien sûr qu'il faut de la vidéo dans les expos. Hein. Mais finalement, moins on en met, plus on est tranquille sur la maintenance, sur le suivi, sur les investissements que ça nécessite, parce que l'obsolescence programmée, ça existe aussi pour les dispositifs muséographiques. Donc oui, moi je suis vraiment pour une vraie sobriété numérique dans les musées d'histoire. D'accord, merci pour ça. Et Je vous entends pas, Elodie.
Elodie, ça a coupé. Mais Chloé, tu Ouais. voulais poser une question? Oui, enfin en fait, vous en avez un petit peu parlé, mais donc pour vous, les visiteurs sont intéressés par le numérique, mais en même temps, ce qu'ils cherchent vraiment, c'est des objets, c'est des témoignages, c'est des choses vraiment très matérielles au final. Ils cherchent des choses matérielles parce qu'à travers ces choses-là, il y a de l'émotion qui passe. L'émotion d'être face à, je dis n'importe quoi, enfin pas tant n'importe quoi que ça en fait, face à la carte. On vient de rentrer un fonds, Daniel Cordier, donc, qui était le secrétaire de Jean Moulin, compagnon de la Libération, etc. Et quand j'ai récupéré ce fonds et que j'ai trouvé le ticket, enfin le billet qu'il reçoit quand il arrive à Londres le 19 ou 20 juin 40, donc c'est un des premiers Français à gagner Londres. Et les autorités britanniques lui remettent un petit document qui dit qu'il est bien arrivé en gros et qu'il va subir le chemin habituel des Français qui arrivent à Londres pour voir comme si c'est pas un espion allemand. C'est vraiment quelque chose que je veux montrer en vrai, entre guillemets, parce que c'est des documents qui sont extrêmement rares, qui ont quasiment jamais été vus. En montrer une version numérique, c'est bien, mais voir la réalité de ce petit machin, sa vraie taille, sa vraie condition de conservation, c'est incomparable. Mhm. Donc ça, je crois que c'est ce que les musées pourront toujours offrir, contrairement à une offre plus désincarnée à travers un écran. Ça parle des émotions. D'accord, merci. Et On a du pu coup, voir, justement, pardon, vas-y Vincent. on a pu voir lors de la visite de votre musée que à la fin, il y avait vraiment une volonté immersive à travers cette salle, un peu Mm. de retour en arrière avec la radio, tout ça. Est-ce que vous pensez que donner une approche plus immersive au tourisme de mémoire, ça peut être un bon moyen de perpétuer justement cette forme de tourisme? Oui, clairement, c'est un espace qui marche très bien. C'est pas un espace qu'on a refait en 2012, c'est un espace qui date de 92. Dans un monde idéal, si j'avais eu assez de sous en 2012, je ne l'aurais pas conservé, sauf que le budget était contraint et finalement, je suis bien contente, que de l'avoir conservé. Il était moins utile il y a encore 10 ans pour les raisons que je vous ai dites, c'est-à-dire que il y avait une connaissance partagée de la Seconde Guerre mondiale, notamment des conditions de vie des contemporains. Ça marchait très bien avec des publics étrangers, type anglo-saxon, type américain en fait. Parce que c'était en plus, ça collait très bien avec l'image qu'ils avaient de la France de l'époque, mais encore d'aujourd'hui. Et finalement, en 10 ans, là, c'est un espace qui a pris une valeur considérable pour nous. Parce que ça permet, par l'immersion justement, de faire entrer dans la période à la fois des scolaires, mais aussi tout type de public. Et oui, je crois que c'est important, même s'il faut se méfier de ce côté un peu spectaculaire, il ne faut pas en faire trop. Ce qu'on a détruit, presque avec plaisir, je dirais, il y avait d'autres constitutions dans le musée, notamment la reconstitution d'un wagon de déportation. Ça, le premier jour où j'ai mis un pied dans ce musée, je me suis dit que j'aurais ça pour quelque part, parce que ça me mettait vraiment très mal à l'aise. Du vrai faux, ça c'était pas possible. Du vrai faux intérieur 1940, finalement, alors c'est pas des objets de collection qu'on présente, c'est des objets d'époque, mais qui sont pas inscrits dans nos inventaires, bien sûr, puisque il peut arriver qu'il leur arrive malheur, ou que les visiteurs en emportent une partie. Bon. Finalement, oui, c'est important, oui, c'est intéressant. Ça permet vraiment alors, quand il y a une médiation autour de ça, de faire un récit intéressant, mais même pour le public en individuel, d'accéder de façon quasiment sensorielle à cet univers-là, ce qui permet de comprendre les enjeux liés par exemple à la vie quotidienne. Quand on dit à des classes, oui, les Français manquaient de charbon, ça glisse dessus comme sur les plumes du canard parce que notamment pour les CM2, le charbon, dans le meilleur des cas, ils connaissent le charbon de bois du barbecue, mais alors qu'on se chauffe avec du charbon, quand on leur montre ce que c'est qu'une cuisinière, comment ça marche, comment on a de l'eau chaude à l'époque, tout de suite ça devient plus clair, mais pas que pour les gamins finalement.
Et vous Donc oui. pensez que, justement, avec la disparition des témoins et de cette perte un peu de la mémoire, l'immersion va prendre un peu cette place qu'avaient les témoins et va permettre justement de perpétuer l'histoire à Dans une travers. certaine mesure, oui, je suis d'accord avec vous. Je pense que ça va apporter, ça apporte ce que les témoins apportaient, c'est-à-dire ça incarne, ça apporte l'émotion, la chaleur, tout ça qu'on ne peut pas trop restituer à travers des textes d'expo, des photos, etc. Donc oui, je pense que c'est une des dimensions importantes. La dimension d'émotion, elle peut être aussi apportée par l'approche artistique qu'on développe beaucoup. On travaille beaucoup avec une compagnie de danse, mais pas que. Il y a ces deux approches-là, oui, qui vont permettre de, encore une fois, d'incarner, de rendre le récit moins sec que ce qu'on pourrait faire juste avec des textes et des photos et même des objets. D'accord. Merci. Elodie, tu as une question? Oui, j'en aurais une. Il y a certains chercheurs qui comparent en fait le tourisme noir au tourisme de mémoire, vu que en fait, le tourisme noir, c'est tous les événements tournés sur des Oui, événements oui. macabres et sombres. Mm. Donc déjà, vous, qu'est-ce que vous penseriez de ça? Et est-ce que vous pensez que, qu'est-ce que vous pensez que si ce lien était plus souvent fait, est-ce que vous pensez que ça aurait un impact sur le tourisme mémoriel? Alors le tourisme noir, oui, ça va assez loin quand même, hein. Oui. J'ai un fils de votre âge, une de ses premières destinations de jeune adulte, ça a été Tchernobyl. Sur le coup, j'ai trouvé que c'était c'était douteux. Après, les gens qui visitent Oradour-sur-Glane, est-ce qu'ils ont tous des bonnes intentions? La noirceur, elle est aussi bien dans l'âme des visiteurs que dans l'offre qui leur est faite, hein. Ça dépend du lieu et du récit. On est dans le siège de la Gestapo ici. Ça fait 20 ans que je travaille dans une ancienne chambre de Santar où très certainement il y a eu des actes de torture. C'est pas là-dessus qu'on va appuyer pour nos visiteurs. On le dit, on le cache pas, évidemment, mais de là à faire des reconstitutions, vous voyez, c'est une question de degré en fait. Les gens sont émus de rentrer dans le siège de la Gestapo. Et sans doute qu'ils cherchent, pour certains, ils cherchent des traces qu'ils vont pas trouver. C'est pas à nous, professionnels de musée, d'aller trop dans ce sens-là. Après, on pourrait, et on aurait un succès considérable, hein. On se le dit souvent à pause café avec l'équipe. Si on veut atteindre les 100 000 visiteurs par an, on n'a qu'à faire une exposition La torture pendant la guerre, visiter les caves de la Gestapo, ça va marcher du feu de Dieu. Mais il y a un genre d'éthique quand même qui m'a toujours retenu de faire un truc pareil. Justement, vous pensez que c'est une évolution sociétale de voir un peu cette aurore-là, d'aller la chercher, essayer de la rencontrer? Je pense que l'humain a toujours eu cette tendance d'aller voir un peu du spectaculaire. C'est pas très nouveau. Ce qui est nouveau, c'est que ce soit assumé et puis de façon cynique vendu par certains. Pas trop en France, c'est vraiment quelque chose qu'on va plus trouver dans les pays de l'Est, genre musée de la terreur, etc. Avec dans le même sac à la fois la période nazie et l'occupation soviétique. C'est très très développé à l'Est et un peu aux États-Unis ou dans les pays anglo-saxons, mais c'est vraiment un truc finalement qui se fait pas trop en France, où on a plus de retenue ou de maintien ou je ne sais quoi dans cette approche-là. Mais le simple fait de conserver des ruines type Oradour, mais même Verdun, dont je vous ai vanté le paysage, si rien n'était entretenu, il n'y aurait plus de traces quasiment déjà. Peut-être encore un peu dans les trous, etc. Mais les champs de bataille de Verdun, s'ils sont aussi spectaculaires, c'est que on les entretient dans leur côté lunaire et spectaculaire. Et pareil, Oradour, si les ruines n'étaient pas confortées, si les objets montrés, genre la poussette brûlée, etc., n'étaient pas entretenus, changés régulièrement, il n'y aurait plus rien depuis longtemps. Même chose, alors le truc central, c'est Birkenau, par exemple. Les barbelés de Birkenau, ils ont dû être changés 50 fois depuis 1945. On entretient voilà,
c'est pas pour entretenir le spectaculaire, mais c'est que si on ne faisait rien, la nature reprendrait ses droits très vite. Donc jusqu'où on peut aller, ben ça c'est toute la question. Et est-ce que vous pensez, justement, vous parlez du fait que ces sites ils sont constamment restaurés, est-ce que vous pensez que dans 50 ou 100 ans, si justement le devoir de mémoire lié à la Seconde Guerre mondiale, est-ce qu'il va se perdre et est-ce que du coup on va arrêter d'entretenir ces lieux ou est-ce que pour vous c'est quelque chose qu'on va quand même conserver vraiment dans le temps? Il y a un vrai débat, notamment sur tout ce qui est centre de mise à mort ou camp de concentration. Il y a certaines voix qui s'élèvent pour, et c'est pas des affreux qui disent ça, hein, pour dire bah voilà, ça a assez duré, maintenant il faudrait laisser la nature recouvrir tout ça, ce qui effacerait pas forcément le souvenir, mais ça sert peut-être plus à grand chose de montrer encore. C'est un vrai débat, notamment en Pologne. Ça dit rien de ce qu'on fait de nos collections, de nos lieux, etc. Mais sur l'approche un peu archéologique des paysages, il y a toute une école qui dit que ce serait peut-être bien à un moment donné décider de façon aussi intelligente que possible de laisser aller l'effacement. C'est pas partagé du tout actuellement encore. C'est une hypothèse. Mais c'est aussi des réflexions qui ont beaucoup animé les archéologues à toute époque, en fait. Qu'est-ce qu'on conserve, quel stade on conserve, puisque les couches d'archéologie, on peut aller là où on veut finalement. Ça arrive tous les jours à Lyon, dès qu'on fait un trou, on tombe sur des vestiges gallo-romains. On les réenfouit aussi secs pour construire le parking. Hein. Ben oui, la vie, c'est ça aussi. Et du coup, le tourisme mémorial qu'on a en France, il est très tourné donc, vers l'histoire des deux guerres mondiales. Est-ce que d'après vous, il y a le tourisme qu'on dit mémoriel et le devoir de mémoire va s'étendre à d'autres sujets pour continuer justement de faire en sorte que le tourisme mémoriel continue de se renouveler, ou est-ce que d'après vous, on va rester vraiment ancré sur ces sujets-là et il y a d'autres sujets dont on va continuer de ne pas parler, notamment par exemple d'autres guerres auxquelles la France a participé, comme la guerre d'Algérie par exemple? Ah, si, on en parle, et puis souvent il y a une histoire, enfin ces lieux-là, ils sont aussi liés à la guerre d'Algérie en l'occurrence. Alors je pense au camp de Rivesaltes, près de Perpignan, mais je pense aussi plus près de moi, là, à la prison Montluc, qui est évidemment la prison de la Gestapo pendant la Seconde Guerre mondiale, mais aussi la prison des indépendantistes algériens pendant la guerre d'Algérie. Et il y a de très fortes discussions au sein du conseil d'administration de Montluc pour savoir... alors, le consensus, c'est bah oui, la prison de la Gestapo, Seconde Guerre mondiale, ça. C'est à ce titre-là d'ailleurs que le lieu a été inscrit comme monument historique. Mais quid de la guerre d'Algérie, dont l'histoire n'est pas occultée, mais qui n'est pas encore très, très présente dans ce lieu. Et qu'est-ce qu'on montre de la guerre d'Algérie? Quel est le point de vue? C'est le point de vue français, c'est le point de vue algérien. Si c'est le point de vue algérien, c'est le FN, le MMA. Est-ce que c'est le point de vue de l'OAS? Parce qu'il y a eu aussi des officiers de l'OAS enfermés à Montluc. Voilà, c'est quand même des choses à construire de façon un peu subtile. Mais oui, la question, elle se pose. Alors, la guerre d'Algérie, c'est un sujet qui est bien étudié par les historiens, il n'y a pas de souci là-dessus. Hein. C'est qu'est-ce qu'on montre, et puis j'ai une réunion là-dessus cet après-midi, pour rien vous cacher, avec Mémora, y compris dans la région. Il y a des endroits qui peuvent raconter la guerre d'Algérie. Sauf que comment on la raconte et à qui, pour qui, de quel point de vue, ça mérite quand même une vraie réflexion. Mais je pense que ça va émerger forcément, parce que cette stratégie mémorielle et archéologique, elle est là. Et vous pensez que du coup le temps ça aide de ce côté-là? Enfin, est-ce que vous pensez que plus le temps passe, plus on peut raconter de choses par rapport à des événements historiques? Alors normalement oui, sauf si trop de choses ont été mises sous le tapis pendant trop longtemps. Enfin, on voit bien que sur la guerre d'Algérie, on n'est pas encore en zone de confort mémoriel. Hein. Et on va pas tarder à le voir en 2022, 60e anniversaire des accords d'Avian et élection présidentielle. Hein, je vous le
court, mais je pense que ça peut y avoir des réflexions assez tendues. Ok, bon, bah, merci pour toutes vos réponses. On aurait une dernière question, à moins que Chloé ou Vincent aient encore une autre question à vous poser. Donc sinon, la dernière question serait un peu une question d'ouverture. Donc on va vous demander de vous projeter. Du coup, si vous fermez les yeux et que vous vous imaginez 100 ans plus tard, à quoi ressemble le centre d'histoire de la résistance et de la déportation de Lyon? J'avoue, j'ai du mal à me projeter si loin, mais déjà dans 20 ans, bon, d'un point de vue architectural, sans doute à la même chose, parce que c'est un bâtiment qui a survécu au bombardement de 44, donc je pense que ça devrait bien se passer pour les 100 ans qui viennent encore. Qu'est-ce qu'on y fait, qui y vient et qu'est-ce qu'on y voit? J'avoue que j'en sais trop rien. Ça peut être aussi un musée du musée, hein, c'est-à-dire que ça peut être un lieu qui serait perçu au 2e degré. Regardez à l'époque comment on racontait la Seconde Guerre mondiale. Et puis peut-être que Sciences Po qui est à côté aura fini par nous envahir complètement puisqu'ils ont toujours des problèmes de locaux et de place. Et peut-être que... alors c'est un sujet dont on traite pas mal avec nos collègues des archives. Et pour mon collègue directeur des archives départementales du Rhône, l'affaire est entendue, on sera fermé, bien évidemment. Lui et moi, on sera morts. Hein, mais... et par contre, tous nos fonds, notamment d'archives, auront été reversés aux archives départementales du Rhône. Ben voyons. Mais ce qui va survivre, c'est les collections, c'est sûr. Enfin, c'est sûr, sauf catastrophe énorme. Mais normalement, la loi française fait que les collections, elles sont inaliénables, donc elles vont survivre à tout. Et aux équipes qui travaillent actuellement, et aux directeurs, et aux équipes municipales. Voilà. Ce qui restera de façon certaine, c'est les collections. Mais seront-elles encore dans un musée? Ça, je ne sais pas. Est-ce que vous pensez que dans 100 ans, la Seconde Guerre mondiale, ça intéressera encore les publics, même si c'est pas dans un musée, mais est-ce que peut-être ce sera un thème qu'on pourra encore aborder dans 100 ans? Oui, alors, sauf s'il y a eu un événement encore plus gros qui vient faire écran à cette histoire-là. Mais moi, je m'intéresse beaucoup à l'histoire du néolithique, par exemple. Et on n'est pas à 100 ans près sur l'histoire du néolithique. Donc oui, l'intérêt intellectuel pour la chose, il est évident pour l'histoire. Après, l'usage mémoriel qui en sera fait, ça, j'en sais trop rien. Ça dépend vraiment de ce qui va se passer dans les années et les décennies qui viennent. Peut-être que ce qui émergera dans 100 ans, c'est plus l'histoire des migrations et comment l'Europe a laissé se noyer des dizaines, voire des centaines de personnes pendant 20 ans, que la Seconde Guerre mondiale et le génocide. C'est possible. D'accord. Ma seule certitude, elle est administrative, c'est que nos collections nous survivront. Voilà.